Bonsoir et bienvenue dans l'émission de cinéma Oblique. Bonsoir Michel Simon. Bonsoir Pierre Gaffé. Merci beaucoup d'être revenu dans cette émission. Cette fois pour parler de Une vie de cinéma, paru chez Gallimard, préfacé par un acteur dont le nom nous dit tous quelque chose, et canois maintenant, Édouard Baird. Alors, on ne vous présente plus, mais il faut quand même le faire. Vous dirigez la rédaction de Positif. Vous êtes une des voix les plus célèbres de France Inter, de France Culture, Projection Privée. Votre livre sur Stanley Kubrick, qui a révélé beaucoup de choses à beaucoup d'étudiants français dont je fais partie, et du monde, est une des plus belles ventes de livres de cinéma en France. Votre nouveau ouvrage est divisé en 4 parties. Les voyages, les rencontres, les essais, les controverses. Je vois tout de suite qu'on commence par une phrase de Francis Coppola que vous avez interviewé. Et il raconte qu'à la base, il voulait faire des études de sciences. Mais comme les filles les plus jolies étaient en lettres, il a fait des études littéraires, puis du cinéma. C'est un aveu sympathique. Est-ce que votre destin n'a tenu qu'à un fil ? Pas vraiment. En fait, au départ, j'étais historien. J'aurais dû devenir professeur d'histoire. Mais en Hippocagne, j'ai eu un professeur d'histoire qui m'a tellement ennuyé à mourir que je ne connaissais pas encore la nouvelle histoire, que je me suis orienté vers l'anglais, parce que c'était une langue que j'aimais beaucoup, et j'avais envie de lire Shakespeare et Keats dans le texte. Donc je me suis orienté vers l'anglais. Ça a beaucoup contribué à changer mes perspectives, parce que du coup j'ai eu une bourse pour aller aux États-Unis. J'ai passé 1 an à Amherst, qui est un des collèges les plus réputés de la Nouvelle-Angleterre. Et j'ai commencé à écrire des critiques de cinéma. Mes premières étaient en anglais, dans le journal de Amherst, parce que c'est un collège très riche où il y avait un journal d'étudiants, il y avait une radio d'étudiants, il y avait des bibliothèques ouvertes jusqu'à minuit. Enfin, c'était impensable à la Sorbonne. Et donc, je suis revenu et j'ai commencé à proposer des textes sur le cinéma. Voilà, donc j'ai toujours été cinéphile dans ma jeunesse, mais c'était un peu un violon d'ingre. Et c'est devenu une deuxième occupation, puisque par ailleurs, j'ai été maître de conférence à Paris 7 en civilisation américaine. Le premier tronçon, désolé pour ce mot horrible, de votre livre, c'est les voyages. Vous nous amenez presque sur les 5 continents. Il manque que l'Afrique, qui est assez peu de toute manière traitée malheureusement au cinéma. On va en Amérique latine avec Raoul Ruiz ou Mario Vargas Llosa, en Scandinavie, en Europe centrale, au Canada, et même en Océanie avec Jane Campion, dont vous avez écrit un très beau livre, sur laquelle vous avez écrit un très beau livre. Je voudrais savoir à quel point les voyages et les films ont formé le citoyen que vous êtes. À vrai dire, les voyages m'ont fait découvrir des pays que je connaissais tout de même par le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, c'est un art extraordinaire, parce que d'un seul coup, vous voyez un film brésilien, vous voyez un film suédois, vous voyez un film thaïlandais, et vous vous retrouvez dans ces pays. Donc, je peux dire que c'est par le cinéma que j'ai voyagé d'abord. Et ensuite, évidemment, comme j'ai toujours aimé voyager, j'ai profité de ma position de critique. J'ai été membre du jury dans une 30aine de festivals dans le monde entier. Là, j'étais à Hong Kong encore cette année. Et grâce au cinéma, j'ai pu avoir un peu un passeport qui m'a permis de découvrir des pays et de voir la confirmation de ce que j'avais écrit. Par exemple, quand j'ai écrit sur le cinéma brésilien, le cinéma novo, il y a des textes sur Glauber Rocha et Rui Guerra dans ce livre. Je ne connaissais pas du tout le Brésil, mais ça m'a fait comprendre le sertan, le désert, les prédicateurs, les mouvements messianiques, etc., la pauvreté, la politique brésilienne. Et ensuite, je suis allé 2 fois au Brésil, qui m'ont permis de vérifier de visu ce que j'avais déjà expérimenté dans les films. On a toujours l'impression qu'il y a une volonté chez vous d'ouvrir le jeu. Il n'y a rien de franco-français. Oui, je crois que effectivement, alors mes origines sans doute jouent un rôle, puisque mon père était hongrois, juif hongrois. Il a émigré en France en 1921 pour fuir le régime fasciste de l'amiral Horthy. Et c'est vrai qu'avoir la moitié de ma famille hongroise avec une diaspora qui allait en Angleterre, qui allait en Argentine, qui allait aux États-Unis, toute
toute la famille, les oncles, les tantes, etc., m'ont ouvert certainement sur l'Europe centrale en particulier, puisque je me suis rendu compte que plusieurs de mes livres traitaient de metteurs en scène qui avaient un rapport avec l'Europe centrale, comme Billy Wilder, comme Mankiewicz, comme Kubrick, et d'autres, qui est souvent des émigrés, des gens qui ont bougé eux aussi, comme ma famille. C'est certain que ça a joué un rôle, mais ouvrir le jeu, ça vient aussi du surréalisme. Quand j'étais jeune, je n'étais pas comme peut-être la majorité de mes camarades de gauche qui étaient sartriens ou camusiens, surtout sartriens. J'étais bretonien, André Breton. Le surréalisme m'a fasciné. C'était vers 58-59. J'ai découvert à 20 ans le surréalisme, les revues surréalistes, l'histoire du surréalisme, qui est un mouvement international. On sait qu'il y a des surréalistes en Belgique, au Brésil, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, en Suisse. Le surréalisme est un mouvement au départ international. C'est un mouvement également pluriartistique qui est ouvert sur la peinture, qui est ouvert sur le cinéma. Il y a des cinéastes surréalistes et puis bien sûr sur la poésie et le roman. Donc ce côté polyvalent du surréalisme m'a aussi introduit à une culture polyvalente. C'est-à-dire, je me suis toujours intéressé, j'ai toujours beaucoup lu, j'ai beaucoup fréquenté les musées, et ça me paraissait normal dans la mesure où le cinéma lui-même, pour le comprendre, il faut connaître tout de même aussi la littérature, il faut connaître la peinture à cause de la lumière, des cadrages, il faut connaître la musique, il faut connaître beaucoup d'autres domaines. André Breton disait qu'il y avait beaucoup de Nord en lui. C'est ce que vous dites dans le livre quand vous parlez de Patrice Chéreau. Il y a toujours eu du Nord en moi, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie. Oui, ça c'est Chéreau. Moi c'est plutôt l'Est alors. Ça serait plutôt l'Est. J'ai toujours été intéressé, j'étais toujours anti-stalinien, mais toujours intéressé par ce qui se passait dans les pays de l'Est, en particulier au moment de l'ouverture, de la déstalinisation. Je suis allé plusieurs fois en Russie, il y a d'ailleurs un voyage en Russie dans ce livre. Je suis allé en Hongrie, je suis allé en Yougoslavie, et j'ai beaucoup défendu des gens comme Miloš Forman en Tchécoslovaquie, comme Makavejev en Yougoslavie, comme Konchalovsky ou Tarkovsky en Russie. Bon, tout ce qui se passait dans ces pays me passionnait aussi par rapport à leur culture, par rapport aux écrivains, évidemment, les grands écrivains russes, les écrivains hongrois, les écrivains serbes. Il y a une formule qui touche juste, je trouve, quand vous parlez de Lucian Pintilie, le cinéaste roumain. Vous dites que c'est un cinéaste qui est parvenu à faire l'analyse spectrale d'une nation. Et j'ai trouvé que le mot spectral était juste parce qu'il y a beaucoup de cinéastes ou de musiciens qui, des fois, abordent une culture presque par le petit bout de la lorgnette, à travers une revendication personnelle ou simple à suivre. Là, c'est spectral. Oui, alors c'est vrai que d'abord, je vous l'ai dit, au départ, j'étais historien, donc je me suis toujours intéressé à l'histoire toute ma vie, à la politique évidemment, et m'attirent les cinéastes qui, à travers leurs œuvres, reflètent un peu la vie et l'histoire de leur pays. J'ai écrit un livre sur Francesco Rosi qui, si on voit tous les films de Francesco Rosi, on a une histoire de l'Italie depuis la Première Guerre mondiale jusque Berlusconi. Si on voit l'œuvre de Jancsó en Hongrie, c'est également toute l'histoire de la Hongrie. Et Pintilie, c'est la Roumanie. Effectivement, à travers les films de Pintilie, on peut voir l'histoire de la Roumanie depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a quelques pages sur l'Italie. Alors, vous dites vous-même dans votre livre que sur les 10 000 entretiens que vous avez faits il faudrait... 10 000, non, 10 000. Je serais marseillais, 1300, 1400. Ok, c'est moi qui suis trop latin. Donc on va pas pouvoir tout aborder, mais quand les quelques pages qui sont consacrées à l'Italie, vous citez Ugo Tognazzi qui dit « Nous, les Italiens, nous ne sommes pas chauvins, comme les Français. C'est un défaut pour un peuple, mais c'est positif pour la comédie. » Et oui, puisque la comédie, c'est évidemment la satire des mœurs, la satire d'un pays. La grande comédie italienne, puisque le texte auquel vous faites référence, c'est une enquête que j'ai faite en Italie auprès des scénaristes, des metteurs en scène, des comédiens sur cette fameuse comédie italienne de Dino Risi, de Scola, de Monicelli, de La Tuada. Comédie qui a été souvent méprisée en Italie même. Les critiques italiens, je ne parle pas du public qui allait en masse voir des films, mais la critique italienne a de tendance marxiste,
élitiste et très sérieuse, très académique, regardait ces films en se pinçant le nez ou en fermant les yeux, alors que la France a commencé à les célébrer. Et c'est en France, en particulier à Positif, qu'on a beaucoup soutenu cette comédie italienne, donc j'étais allé pour l'Express faire une enquête. Alors c'est vrai que le chauvinisme... On retrouve le chauvinisme italien à l'étranger. C'est-à-dire, en Italie, ils sifflent leurs metteurs en scène à Venise, ils sont très sévères, ils n'aiment pas grand-chose. Il faut compter sur la France pour les défendre. Mais par contre, dès que les Italiens sont à l'étranger, ils ont un esprit, au contraire, très, très vaillant et ils soutiennent beaucoup leurs candidats. La comédie ne peut prospérer que dans une société qui a des règles morales et des valeurs stables. C'est ce que dit Vittorio Gassman, que vous reprenez dans le texte sur le cinéma italien. Je dois en déduire que nous avons des valeurs actuellement instables, puisque les comédies sont souvent pas drôles en ce moment. Oui, je crois que Gassman touche quelque chose de profond. À partir du moment où il n'y a pas de morale, où tout est possible, on ne peut plus évaluer les choses. Et c'est vrai que la comédie, ça repose sur des codes, et en particulier sur ce qui est bien ou ce qui ne va pas bien, ou ce qui va bien dans la société. Je pense qu'en France, nous avons tout de même amélioré. Il y avait dans les années 60, en même temps qu'en Italie, de très bons auteurs de comédie. Je pense à Rapneau, je pense à Michel Deville, je pense à Philippe de Broca. Donc il y avait des comédies sophistiquées et de grande qualité. Mais je trouve qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de comédies, ou en tout cas, sinon de comédies, de films sociaux qu'auparavant. La France un peu commence à ressembler beaucoup au cinéma italien de la grande époque, mais c'est vrai que la plupart des comédies en France sont d'un niveau très, très faible. Esthétiquement même, la photo n'est pas soignée, les dialogues sont assez vulgaires et qui font des scores de 4 millions ou 5 millions de spectateurs, ce qui est plutôt affligeant. Mais enfin, il y a encore de très bons auteurs de comédie. Je pense à Pierre Salvadori, par exemple, qui a fait des films de grande qualité. Mire, efectivamente, toca usted un asunto sumamente triste. Toledo fue un gran luchador contra la dictadura de Fujimori. Fue un gran luchador, muy valiente, se enfrentó a la dictadura y realmente, pues muchísimos peruanos sentimos que nos salvaba de un gobierno que fue corrupto, asesino, en fin. C'était la voix de Mario Vargas Llosa, à qui vous prix Nobel de littérature, à qui vous consacrez un entretien. Est-ce que, je sais que la formule n'est pas bonne, mais est-ce que votre marque de fabrique en tant que critique et journaliste, c'est pas les ponts permanents entre cinéma et littérature? Pour parler de John Borman, vous citez Kipling, ou vous citez Conrad. Pour parler de Stéphane Brisé, le cinéaste français, vous citez Eric Holder. Est-ce que très tôt, vous avez su que ces ponts-là étaient nécessaires? Je dirais qu'il y a deux ponts comme à Lyon. Il y a deux ponts. Il y a un pont vers la littérature et un pont vers la peinture. J'ai toujours été passionné de peinture et les références picturales sont assez nombreuses dans ce que j'écris. Mais vous avez raison de dire que l'autre pont, c'est la littérature. Mais très jeune, j'allais au musée à 15-16 ans, je lisais beaucoup et j'allais beaucoup au musée et j'allais beaucoup dans les cinémas. Donc les trois activités ont toujours été liées. Et d'ailleurs, les critiques de ma jeunesse, ceux que je fréquentais, des gens comme Robert Benayoun, comme Gérard Legrand et d'autres, étaient également très non seulement ils étaient membres du groupe surréaliste, ils écrivaient également des poèmes ou ils écrivaient des récits, et en plus ils connaissaient extrêmement bien la peinture. Voilà, donc moi j'étais baigné dans ce climat, ce qui n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Je vois que la jeune critique est plus spécialisée, c'est-à-dire c'est le cinéma essentiellement qui requiert leur attention, sans une vraie curiosité pour ce qui se passe autour du cinéma. Je me souviens d'une émission où vous disiez vous attrister du fait qu'il y ait de moins en moins d'écrivains au jury du Festival de Cannes. Et que c'était un symptôme inquiétant. Oui, je pense que c'est bien d'avoir un écrivain, pas trop. Il y avait plus d'équilibre dans les jurys cannois. Il y avait un producteur, il y avait un scénariste ou écrivain, il y avait un critique. Je pense que ça apportait peut-être un regard plus cinéphilique, contrairement à ce qu'on peut penser, moins spécialisé. Mais enfin, cette année, le jury cannois, c'était quasiment que des metteurs en scène. Donc il y a eu un rétablissement assez souhaitable.
Mario Vargas Llosa vous dit que son premier souvenir de cinéma, c'est la peur. Oui, je crois que c'est partagé par beaucoup de gens, hein, parce que d'abord beaucoup d'enfants ont vu Blanche-Neige et les 7 nains, et ça fait très peur, Blanche-Neige et les 7 nains. Les films de Walt Disney sont des exercices de cruauté. Il dit malgré tout que, entre cinéma et littérature, qu'il a gardé cette facilité, je le cite à Mario Vargas Llosa, à accepter des mécanismes primaires et simplistes au cinéma alors qu'il les refuse en littérature. Oui. Ça, je crois que c'est dû au côté très direct de l'image. C'est pour ça que le cinéma, la psychologie au cinéma n'est pas le point le plus fort de cet art. La psychologie, elle est beaucoup plus propre à la littérature, qui permet, comme chez Proust, à faire des analyses, des micro-analyses extraordinairement subtiles que l'écran ne peut pas rendre. L'écran a d'autres qualités, et sont celles que met en valeur Vargas Llosa, c'est-à-dire une efficacité, par exemple, dramatique et émotionnelle, peut-être plus forte encore qu'une lecture. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aura un prix Nobel de cinéma, comme il y en a un de littérature ? C'est mal parti. Donc, s'ils avaient dû en faire un, ça fait longtemps qu'ils y auraient pensé. Non, je pense pas. Je crois que l'Institut Lumière a voulu faire un peu l'équivalent de cela en donnant son prix chaque année à de grands cinéastes comme justement Tim Burton ou Clint Eastwood ou d'autres, Almodovar ou Tarantino qui ont reçu un prix. C'était un peu l'esprit, je crois, de Thierry Frémaux de créer une sorte de Nobel de récompense pour des très grands artistes. I have decided to take on an assistant. His name is Mr. Edward Hyde, and I intend to give him the run of the house. Did you see his face? He came out of the dark, like he was made of it. Most people are afraid of him, but you're not, are you? No, sir, I'm not. She suspects the truth. When did you last see the doctor's assistant, Mr. Edward Hyde? Mary, will you get dressed? There's something I need you urgently to do for me. She protects his secret. Sir, he said you have an illness. You might call it a fracture in my soul. She shares his pain. You ought to have the courage to come here yourself and clean up after that mad dog of his. We'd like to search the doctor's laboratory. C'était un extrait du film Mary Reilly de Stephen Frears. On va passer dans la partie hommage de votre livre. Alors il y a les hommages, ça va de A à W. Théo Angelopoulos, Marco Bellocchio, Stéphane Brisé, Patrice Chéreau, Joseph Losey, Schlendorf, Billy Wilder. J'ai choisi cet extrait d'un film de Frears parce que vous avez une formule sur lui. Vous dites que chez Frears, il y a la volonté de refuser le confort de la signature. Vous préférez les cinéastes hétéroclites que les cinéastes qui creusent un sillon ou qui deviennent presque en apnée d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est surtout que je me distingue de beaucoup de critiques qui effectivement favorisent la répétition du même. Mais ça ne veut pas dire que les cinéastes qui se répètent, ou en tout cas s'ils se répètent, qui signent vraiment chaque œuvre comme étant distinctement d'eux. Je pense à Bresson, je pense à Romer, je pense à Cassavetes. Ce sont des cinéastes qu'on peut tout de suite identifier, ou Godard. C'est vrai qu'eux sont toujours considérés comme des grands cinéastes, alors que la critique souvent est sceptique. Ça a été le cas pour Kubrick, par exemple, dont il y a eu beaucoup d'années ont passé avant que Kubrick soit universellement reconnu comme un grand cinéaste. Les gens ne voyaient pas le rapport entre les films. Et moi, ça ne me gêne pas du tout d'aimer un metteur en scène qui change constamment, parce que je pense que c'est seulement à la fin de sa vie, quand il va mourir, qu'on verra les lignes de sa vie. Elle n'apparaît, c'est une phrase très belle de Borges que je cite dans une préface à un de mes livres, où il dit un homme peint des îles, des rivières, des montagnes, des plages, etc. Et à la fin, on voit que c'est le contour de son propre visage. Je pense que c'est ça. Et des gens comme Stephen Frears, évidemment moins important cinéaste que Kubrick, mais néanmoins un très bon cinéaste, il a souffert du fait que, contrairement à Ken Loach, qu'on peut identifier immédiatement, parce que tout de suite on voit ce que c'était un film de Ken Loach, Stephen Frears, qui a fait des westerns en Amérique, qui a fait des films films gothiques comme Mary Reilly, mais qui a fait aussi My Beautiful Laundrette, c'est un homme extrêmement éclectique,
comme Billy Wilder. Billy Wilder, c'est pareil. Il fait Sunset Boulevard et il fait certains shows. Et d'ailleurs, Wilder me disait, oui, Hitchcock, c'est un otorino. Moi, je suis un généraliste. Vous avez quand même plus écrit sur les généralistes que sur les ORL. Oui, parce que justement, ça m'intrigue davantage. Je trouve qu'il y a un jeu de pistes à tracer. Il faut retrouver la figure dans le tapis, comme disait Henry James. Et c'est vrai que j'ai été plus attiré à défendre des cinéastes. Mais enfin, j'ai tout de même écrit un livre d'entretien avec les frères Dardenne. Angelopoulos, on ne peut pas dire que c'est la grande variété. C'est un cinéaste admirable, mais qui est très évidemment reconnaissable. Mais des gens comme Boorman, des gens comme Kazan, des gens comme Kubrick, des gens comme Frears, effectivement, sont des gens qui changent beaucoup au cours de leur carrière, de sujets, de thèmes et même parfois de style. J'ai eu les larmes aux yeux dans vos pages sur Théo Angelopoulos, parce que on connaît sa fin tragique, et votre texte se termine par ces mots « l'avenir lui appartient ». Comme si par-delà sa disparition physique, son cinéma déjà connu pourrait être réexaminé, presque réorienté et stimulant pour beaucoup. Oui, mais peut-être j'ai péché par excès d'optimisme, parce qu'il est mort tout de même il y a plusieurs années, et je ne vois pas beaucoup de signes d'intérêt pour Angelopoulos. Mais là, on revient à un peu ma polémique sur la critique. C'est-à-dire, je pense que les gens qui tiennent le haut du pavé, c'est-à-dire dans les institutions, dans les journaux, dans les cinémathèques, etc., n'ont jamais beaucoup aimé Angelopoulos. Et du coup, ils ont pris leur revanche, d'une certaine façon, en l'oubliant. Parce que finalement, les gens ne survivent que par les hommages qu'on leur rend. Si on ne parle plus d'Angelopoulos nulle part, si aucun festival ne donne la volonté de refaire une rétrospective, si la cinémathèque ne le restitue pas, eh bien, le problème, c'est que l'homme va tomber dans l'oubli. Alors, je sais que l'œuvre est géniale et que les gens redécouvriront un jour Angelopoulos, mais vous savez, les Français sont des Don Juan extrêmement oublieux. C'est-à-dire, ils découvrent, ils tombent amoureux beaucoup mieux que la plupart des pays du monde. La plupart des grands cinéastes ont été découverts en France, mais ils sont très volages et très vite, ils abandonnent les gens qu'ils ont défendus. Je vois par exemple La mort de Makaveyev, qui était un cinéaste dans les années 70, qui faisait la couverture de tous les journaux, qui était interviewé, qui était au Festival de Cannes, à la Quinzaine, à la Semaine de la Critique. Dušan Makavejev, qui était donc un immense cinéaste, quand il est mort, il n'y a même pas eu un article dans Le Monde, pas une ligne. Ni dans Libération. Alors ça, c'est une façon d'achever les artistes, c'est-à-dire de les oublier. Pintillier, c'est pareil. L'année dernière, il est mort pendant le Festival de Cannes. Il n'y a pas eu une seule chronique mortuaire sur Pintillier. Dans Le Monde, qui a parlé tout le temps de Pintillier, ils n'ont même pas fait attention pour commenter son décès. Donc je pense que là, il y a une responsabilité de la critique qui devrait être un peu moins pusillanime et un peu trop oublieuse des grands metteurs en scène. Il y a 10 000 définitions du mot classique ou du mot classicisme. Vous dites, en parlant du cinéma de Claude Sautet, que le classicisme, c'est un mélange d'équilibre et de lucidité. Oui, je pense que c'est l'équilibre et la lucidité, et puis aussi l'assurance de la durée. C'est-à-dire que à Cannes, cette année, par exemple, il y avait un film de Marco Bellocchio magnifique qui s'appelait Le Traître, sur la mafia, que beaucoup de gens considéraient comme un immense film qui n'a pas eu de prix, qui a été oublié par le palmarès. Et je disais, je suis certain que dans 30 ans, on parlera encore du Traître de Bellocchio, qui sera encore programmé dans 30 ans, vendu en DVD, alors qu'il y a des films qui ont eu des prix à Cannes qui se sont supposés être plus modernes. Ils seront, à mon avis, déjà totalement oubliés. C'est dans votre livre que Stanley Kubrick disait que innover, c'est aller de l'avant sans se couper du passé. Oui, je pense que c'est une très belle définition. Et Kubrick en est un très bon exemple, qui s'est nourri constamment de sa cinéphilie. Il était comme la Nouvelle Vague, il était comme Godard et Truffaut, il fréquentait le musée d'art moderne de New York, il fréquentait les salles de cinéma. Kubrick n'a cessé de regarder des films et en même temps avec le souhait de faire mieux,
de faire encore mieux que les autres. C'est-à-dire, quand il a fait l'Odyssée de l'espace, il avait vu tous les films de science-fiction, il en admirait certains, mais en même temps, aucun ne le satisfaisait. Parce il disait, on n'a pas l'impression d'être dans l'espace. On voit les maquettes, on voit les trucages. Eh bien, moi, je vais faire le film qui va vous faire vivre l'espace. Et il a réussi, évidemment, puisque ce film qui se passe en 2001, où nous sommes en 2019, il reste encore en avance sur l'époque. T'aimes vraiment ce luxe? Quel luxe? Ici? Ah oui, ce que t'appelles la grande vie? Oui et non. Par moments, ça m'amuse. Mais le manque de luxe me gêne pas. En plus, je veux dire que je n'en souffre pas. Pourtant, tu joues bien pour gagner de l'argent. Non, absolument pas, j'aime pas l'argent. D'ailleurs, tu vois bien ce que j'en fais quand j'en ai. Si j'aimais l'argent, je le gaspillerais pas. Non. Ce que j'aime justement dans le jeu, c'est cette existence idiote faite de luxe et de pauvreté. Il y a aussi le mystère des chiffres, le hasard. Je me suis souvent demandé, par exemple, si Dieu régnait sur les chiffres. Mais tu n'es peut-être pas croyant. Non. Alors tu t'es jamais posé cette question? Non, jamais. Quand je suis entrée pour la première fois dans un casino, j'ai eu l'impression d'entrer dans une église. J'ai ressenti la même émotion. Mais ne ris pas. Essaie de me comprendre. Je ne ris pas. J'essaie de t'expliquer pourquoi le jeu est devenu ma religion et tu ricanes. Le gain, l'argent, ne signifie rien pour moi. Ni cette robe, ni cette chambre. Rien. Mais ça te dépasse probablement. Dans Une vie de cinéma, il y a 2 entretiens avec Serge Gainsbourg. Il y a 2 entretiens avec 2 acteurs, Jeanne Moreau et Jean-Louis Trintignant, qui sont tous les 2 aussi passés à la réalisation. J'ai choisi cet extrait de La Baie des Anges de Jacques Demy parce qu'il fait aussi partie des gens à qui vous rendez hommage. Il y a... Jeanne Moreau dit que les plus grands cinéastes ne parlent pas des personnages aux acteurs. Elle dit presque, je crois que seuls les sots, en fait, parlent des personnages. Je ne sais pas si c'est seuls les sots, je suis sûr qu'il y a des grands metteurs en scène qui parlent des personnages, mais à mon avis, le choix de l'acteur, c'est déjà le personnage. C'est-à-dire que les grands metteurs en scène, ils savent choisir l'acteur qui convient au personnage, donc ils n'ont pas besoin de l'expliquer, puisque l'acteur va ressentir les choses telles que le metteur en scène les imagine. Voilà, donc je pense qu'elle a pas tort, mais par exemple, elle a travaillé avec Joseph Losey sur Eva, c'est peut-être un de ses 2 ou 3 plus grands rôles, et Joseph Losey était réputé pour expliquer beaucoup aux actrices, aux acteurs, ce qu'ils voulaient. Mitchum m'avait raconté une histoire très drôle à ce sujet pendant le tournage de Cérémonie secrète, qui vient de ressortir, où Losey passait 2 heures avec Elizabeth Taylor et Mia Farrow pour leur parler en détail de leur personnage, et pendant ce temps-là, Robert Mitchum faisait le tour du pâté de maison, et il venait ensuite pour jouer tout de suite, dès qu'il y avait le clap, il disait parfaitement son texte, il n'avait pas besoin qu'on lui explique. C'est 2 méthodes très différentes. Mais c'est vrai que je pense que la plupart des grands metteurs en scène n'expliquent pas vraiment le rôle, ils n'ont pas besoin de le faire puisqu'ils ont choisi un acteur qui convient parfaitement au rôle. Elle dit que la plupart des personnages qu'elle a joués, en tout cas jusqu'en 1995, date de l'entretien que vous avez eu avec elle, que ces personnages sont des solitaires, on ne peut pas les cataloguer. Est-ce qu'il y a des acteurs qui, juste sur leur aura, vous font aller voir des films ou revoir des films? Oui, alors je pense que j'ai voulu qu'il y ait 2 acteurs dans ce recueil, parce que la critique souvent se contente de dire au cours d'une critique d'un film épatant Jean-Louis Trintignant ou bien formidable Depardieu, sans analyser vraiment leur travail. On ne parle pas vraiment des comédiens, alors que les comédiens sont la raison principale pour laquelle le grand public va au cinéma. Et je m'inclus dans le grand public, parce que j'ai été grand public à un moment, avant d'être critique. Et je sais que quand j'allais voir Errol Flynn, ou quand j'allais voir Humphrey Bogart, ou Lauren Bacall, etc., c'était pour les comédiens. C'est toujours les comédiens qui m'ont sollicité. Et aujourd'hui, il m'arrive de revoir des films des années 30, par exemple, uniquement pour voir Noël Roquevert, ou pour voir Dalio, ou pour voir Carrette, pour ces seconds rôles du cinéma français qui peuvent être absolument formidables. Bertrand Tavernier, par exemple, a montré récemment à Cannes une anthologie de scènes musicales de son long fleuve tranquille là, sur le cinéma français. Il y a Maurice Chevalier qui fait un numéro absolument prodigieux où il définit 3 types ou 4 types de publics et comment on travaille pour des publics différents. C'est vertigineux d'intelligence et de drôlerie. Jeanne Moreau dit qu'elle a vu Orson Welles pleurer
c'était un colosse, mais un colosse ultra sensible. Elle fait allusion, je crois, au fait que l'osé aussi a été démonté souvent et qu'il était très abattu. Et je me demandais en fait si à part les sportifs, les réalisateurs ne sont pas les gens les plus propices aux larmes possibles. Et la différence avec les sportifs, c'est qu'à 35 ans, on ne fait plus de sport, tandis qu'on peut être abattu à 70 ans. Est-ce que vous avez déjà consolé des cinéastes physiquement ? Non, pas vraiment. Je n'ai pas consolé, mais c'est vrai qu'il y a des cinéastes qui ont été agressés ou attaqués et que je défendais à un moment de basse eau de leur carrière, quand ils avaient perdu le soutien de la presse. Ils s'en souviennent. C'est-à-dire qu'on ne se souvient pas de quelqu'un qui vous soutient quand tout le monde vous soutient. Dans les périodes de gloire, mais dans les périodes de dèche, c'est vrai qu'ils sont reconnaissants que, je sais par exemple que Losey, j'ai défendu des films comme Boom ou Cérémonie secrète, juste avant la Palme d'Or, où il était tombé dans l'estime des critiques. Ils lui disaient qu'il était baroque, que son cinéma était creux, qu'il tournait pour ne rien dire, etc. Moi, ça me paraissait deux films magnifiques, Boom et Cérémonie secrète. Eh bien, on s'est lié plus d'amitié à ce moment-là, ce qui m'a permis plus tard d'avoir sa confiance pour faire un livre d'entretien avec lui, alors que quelques années plus tard, il va avoir la Palme d'Or avec Le Messager, et là, sa carrière va rebondir à nouveau. Vous dites à propos d'acteurs que Brigitte Bardot, à l'époque, invitait à l'amour, et que Jeanne Moreau en montrait les effets les plus prosaïques. Oui, je pense que c'est pas pour rien que Jeanne Moreau a joué dans des films sur le couple, comme La Nuit, par exemple, d'Antonioni, ou même dans Ascenseur sur l'échafaud, un de ses premiers rôles, qui sont des rôles plus dramatiques, alors que Brigitte Bardot, c'était tout de même le sexe, l'éloge de la sexualité, l'éloge de la joie de vivre, de la jeunesse, etc. Je pense que ces deux femmes sont assez opposées, même si elles se sont retrouvées dans Viva Maria de Louis Malle. Quand j'avais 20 ans, j'ai dû faire un mémoire de fin d'études à la fac de philo, et je suis allé interviewer Étienne Chometon, qui était à Toulouse, un grand critique de cinéma qui a écrit un livre sur le film noir, voilà, avec Raymond Borde. Et que je croisais de temps en temps à Toulouse, et pour faire cet entretien, j'étais allé le voir chez lui, à côté de Toulouse, avec mon petit magnétophone à cassette. Et puis, il me dit... J'arrive, il avait je pense 75 ans, il dit, vous vous rendez compte comment le cinéma a changé ma vie ? Regardez. Et alors je cherchais dans le hall, dans le séjour quelque chose, un trophée, un livre, etc. Je dis, en plus j'étais très intimidé, je suis désolé monsieur Chometon, je vois pas. Il dit, mais si, regardez, ma femme et son épouse qui s'apprêtait à nous servir le thé était blonde, et il me disait, à l'époque, à cause du cinéma américain, on se croyait tous obligés pour frimer de sortir avec une blonde. Oui, mais c'est très vrai. Mais le cinéma est plein d'exemples de ce genre. Alors, Jean-Louis Trintignant, vous l'avez également interviewé. Je dirais pas que c'est plus dense, l'entretien avec Jean-Louis Trintignant, mais c'est plus compliqué, je trouve. Déjà, il dit, lui, qu'il est presque devenu acteur par défaut, qu'il voulait avant tout être metteur en scène, ce qu'il est devenu après. Oui, il a fait 2 films comme réalisateur. Mais Trintignant, oui, c'est un homme assez torturé, c'est un homme insatisfait, c'est un homme comme beaucoup d'acteurs. Hein. Marlon Brando, par exemple, ne s'aimait pas comme acteur. Il avait une sorte de volonté presque suicidaire. C'est pas le cas de Trintignant, bien sûr, mais c'est un acteur qui a une problématique, effectivement, comme vous le dites, très, très complexe. Et je trouve qu'il parle avec une très grande intelligence de ce métier qu'il pratique, et même à des metteurs en scène qui l'ont dirigé. Par exemple, il dit des choses sur Truffaut que je partage, mais qui ne sont pas partagées par la presse. En gros, il dit qu'il n'est pas allé au bout de ses possibilités. Voilà, il dit que Truffaut était en deçà de ce qu'il aurait pu faire. Il ne dit pas que c'est un mauvais metteur en scène, bien sûr, c'est un très bon metteur en scène, mais il attendait plus peut-être de Truffaut. Et moi, je pense que c'est un peu vrai. C'est-à-dire que je pense que Truffaut a bénéficié aujourd'hui. Il est mort jeune, c'était un grand critique, c'était un homme auquel on s'identifiait facilement. Les 400 coups était un film que tout le monde a aimé. On ne peut pas ne pas aimer Les 400 coups. Mais il y a des personnalités plus clivantes, comme Godard et Romer, qui me semblent, dans la nouvelle vague, des gens plus importants que Truffaut. Trintignant raconte qu'à un moment, il avait tellement de succès que tous les films dans lesquels il apparaissait marchaient, qu'il a eu envie de faire un mauvais film.
Ça, c'est le regard. Je ne sais pas, je ne peux pas vérifier. Alors, on apprend dans votre entretien, donc dans Une vie de cinéma avec Jean-Louis Trintignant, qu'il avait un test très simple pour savoir s'il était à l'aise. C'est le test du bâillement. Que quand il est capable de bâiller sur un tournage, et que ce bâillement vient du plus profond de lui-même, ça veut dire qu'il est capable d'être dans le personnage et pas être dans l'intellect. Ben oui, c'est une remarque, encore une fois, intelligente. Alors là aussi, je cite Trintignant dans votre entretien, « Ce ne sont pas forcément les plus grands metteurs en scène qui vous apprennent le plus. » Et il dit qu'il a beaucoup appris avec Alain Robbe-Grillet, qui n'est pourtant pas votre tasse de thé. Non, qui n'est pas beaucoup la tasse de thé de quiconque. C'est pas un cinéaste qui a laissé sa marque comme le romancier. Mais oui, ça, c'est tout à fait juste comme remarque. On peut apprendre des choses, effectivement, d'un metteur en scène qui n'est pas automatiquement un génie. Et par exemple, Jeanne Moreau ne cache pas qu'avec Antonioni, ça ne s'est pas très bien passé, qu'il n'y avait aucune communication. Elle était avec Mastroianni, et elle attendait des aides, elle attendait un soutien de Antonioni qui ne s'intéressait pas du tout aux comédiens. Vous savez, Dino Risi disait une chose très drôle sur Antonioni. Il disait, comme il ne savait pas écrire de dialogue, il a fait des films sur l'incommunicabilité. Vous avez rencontré Serge Gainsbourg 2 fois, qui était très malheureux de voir que ses films marchaient aussi mal que ses disques se vendaient bien. Et il vous dit que si ça n'avait pas été lui, et si ça n'avait pas été en France, si ça avait été ailleurs et avec une autre signature, ces films seraient beaucoup mieux considéré, voire considéré tout court. Écoutez, je pense qu'il a raison. Je pense que ça dépend. S'il avait été aussi chanteur à l'étranger, il y aurait eu le même sort. Parce que, en tout cas, c'est peut-être en France qu'on remarque cela le plus. C'est-à-dire que les critiques, souvent, ne supportent pas que quelqu'un ait plusieurs talents. C'est-à-dire qu'il est déjà un très bon chanteur, pourquoi en plus il serait un très bon cinéaste? Et j'ai remarqué, c'est ce qui a failli se passer pour Jerry Schatzberg, quand il a fait Portrait d'une enfant déchue. C'était un des grands photographes de mode aux États-Unis. Il travaillait pour les plus grands magazines. Et à 40 ans, il fait un premier film et la critique américaine lui est tombée dessus en disant qu'est-ce que c'est que ce photographe de mode qui fait un film sur un modèle dans les studios de photographie. Et heureusement, Pierre Rissian, un ami à moi qui a disparu l'an dernier, un grand découvreur, a ramené ce film en France, lui a permis d'avoir du prestige et Schatzberg ensuite a eu la Palme d'Or. Et je crois que ce que dit Gainsbourg est tout à fait juste. C'est-à-dire que devant son prestige comme chanteur, on n'admettait pas qu'il connaisse bien le cinéma. Et d'ailleurs, les 2 entretiens sont très passionnants. J'ai tenu à les publier parce que, d'abord, on découvre un autre Gainsbourg que le provocateur bien connu. C'est un homme qui prend très au sérieux cet entretien. Il parle de focale. Ça montre qu'il est un grand expert en cinéma. Il a des goûts très précis. Il adore John Huston, il adore Fritz Lang, il adore Buñuel. C'est un homme qui avait des goûts d'ailleurs proches des surréalistes et proches de positifs. Il était très touché que 2 critiques de positifs viennent le voir pour parler sérieusement de son art, de son métier. Il a été avec nous, on est resté 5 ou 6 heures rue de Verneuil avec lui. J'étais sidéré de la gentillesse de Gainsbourg parce qu'il était très touché que des spécialistes de cinéma le prennent au sérieux. Je vais vous prendre un peu de cours, en tout cas j'espère. À travers votre ouvrage, donc Une vie de cinéma, j'ai fait une petite liste des films qui n'ont pas existé et qui auraient dû exister. Et vous allez me dire celui que vous regrettez le plus, dont vous regrettez le plus l'inexistence. Gainsbourg voulait faire Robinson. Jacques Becker voulait faire Les Trois Mousquetaires. Coppola voulait faire Les Affinités électives de Goethe. Patrice Chéreau voulait faire Napoléon à Sainte-Hélène. Théo Angelopoulos voulait faire L'autre mère. Losey et Pinter voulaient adapter à La recherche du temps perdu. Andrei Konchalovsky, dont on parlera tout à l'heure, voulait faire La voix royale d'André Malraux. Est-ce qu'il y a un film là pour lequel vous allongeriez la monnaie pour qu'il existe? Évidemment, pour moi, c'est incontestablement La recherche du temps perdu, par Pinter et Losey, puisque d'abord le scénario a été publié chez Gallimard. C'est un scénario magnifique qui réussit en 300 pages à faire une synthèse de la recherche qui semble impossible. Et comme je connais le talent de Losey pour la reconstitution d'époque, on l'a vu magnifiquement montré par Le Messager et également par Monsieur Klein, et comme on connaît l'extraordinaire intelligence scénaristique de Pinter, je parierais davantage sur celui-là que sur les autres. Mais évidemment, Les Affinités électives de Coppola m'auraient passionné à voir. Mais je maintiens que c'est pour moi le Proust
qui d'ailleurs voulait être adapté également par Visconti. Mais je pense qu'il y avait des fortes chances que Losey et Pinter réussissent davantage encore à l'adaptation. Vous n'avez pas parlé? Non. Vous l'avez vu, c'est tout? Je l'ai aperçu plusieurs fois, de loin. Et vous êtes sensible à son charme? Oui, je le suis. Et quel rôle voulez-vous me faire jouer? Aucun rôle. Je serais curieux de savoir ce que vous pensez d'elle, c'est tout. Eh bien, vous savez que je suis son professeur. Bien entendu. Je sais également que vous êtes mon professeur. Le rôle d'un professeur n'est-il pas de veiller sur la moralité de ses élèves? Ah, vous prenez votre rôle tellement à cœur que vous êtes aussi son protecteur. Débrouillez-vous tout seul. J'entends par là que je me refuse à encourager ou à favoriser les désirs que mes étudiantes font naître chez mes étudiants. Paul Ayus. Merci. Vous êtes sur Fréquence Protestante dans l'émission Oblique. Notre invité est Michel Simon et on vient d'écouter un extrait en VF, désolé, de Accident, de Joseph Losey. Joseph Losey que vous admirez beaucoup. Il est à la fois dans la catégorie essai et dans la catégorie hommage et image. Là encore, pour parler de Losey, vous citez Bernanos. Vous dites le génie est une pensée d'enfant réalisée dans l'âge mûr. Et j'ai choisi cet extrait parce que Dirk Bogarde et aidez-moi, j'ai oublié le nom du comédien. Stanley Baker. Merci. Et là, justement, il y a cette notion d'apprentissage. Pourquoi vous avez eu envie de citer Bernanos pour Losey? Écoutez, d'abord parce que j'aime beaucoup Bernanos, c'était une de mes grandes lectures d'adolescent, et parce que c'est une phrase très profonde. Je pense que beaucoup d'œuvres d'art sont l'accomplissement d'un rêve d'enfant. Je pense que l'enfance est fondamentale dans la formation de l'individu. Et donc, je pense que dans le cas de Losey, par exemple, les meurtrissures qu'il a vécues comme enfant, puis plus tard comme victime du McCarthy, c'est un homme qui a été, je crois, très blessé par la vie, eh bien, on le retrouve dans tous ces films qui sont marqués par une vision assez noire, pas sordide, pas misérabiliste, mais sombre de la vie. Je pense que c'est vient de sa très petite enfance et ensuite de sa jeunesse. Dans Accident ou dans Cérémonie secrète, dont vous parlez, il y a aussi évidemment l'association avec Harold Pinter. L'association Losey, cinéaste du Wisconsin, et Pinter, Europe centrale. Et Harold Pinter dit il est toujours délicat au cinéma d'entrer dans la conscience d'un personnage, parce que dans un film, tous les spectateurs regardent la même chose. Et vous pensez que Losey, il est arrivé à faire cette alchimie, à la fois rentrer dans l'image et rentrer dans la conscience? Oui, je disais tout à l'heure que la psychologie était très difficile à pratiquer au cinéma. Je pense qu'avec Pinter et Losey, eh bien, c'est un de ceux, ce sont ceux qui ont le mieux réussi à entrer effectivement, en particulier dans The Servant ou dans Accident, à entrer dans les personnages. Et puis ce qui est très intéressant aussi dans Losey et Pinter, c'est que, comme vous l'avez dit, l'un est un protestant, du Middle West, et puis l'autre est un juif d'Europe centrale. Et ce sont donc ces deux personnes qui viennent de deux endroits très éloignés de l'Angleterre, qui vont à faire la meilleure radiographie du système de classe britannique. C'est-à-dire qu'ils étaient extérieurs et intérieurs. Ils vivaient en Angleterre, donc ils comprenaient la société anglaise, mais ils la regardaient avec un regard d'exclu, puisque la société anglaise est très fondée sur les classes sociales. Et quand on n'a pas fait Oxford ou Cambridge, on vous êtes tout de suite remarqué, et c'est un handicap pour toute votre vie, parce que vous n'avez pas l'accent des grandes universités, beaucoup plus qu'en France. Et donc, ce sont deux étrangers, d'une certaine façon, deux émigrés, qui ont le mieux parlé d'Angleterre. À propos de Cérémonie secrète de Losey, vous dites, dans ce film, la poésie est le résultat d'une prose parfaitement maîtrisée. Oui, je pense que la poésie, c'est un peu comme la crête dans l'écume des vagues. C'est un peu, ça vous est donné en plus. Ça n'est pas de gens qui disent « je vais être poétique ». Quand les gens disent « je veux être poétique »,« je vais être poétique », on a souvent des clichés. Alors que quand les gens ne veulent pas être poétiques, ben, ils le sont par leur art même, par leur personnalité même. Mais ça vient à la suite d'une prose effectivement maîtrisée. Pourquoi est-ce qu'il y a des cinéastes d'Europe de l'Est, dont Billy Wilder, dont vous dites qu'ils ont été
paradoxalement réfractaires à l'analyse de leur œuvre alors qu'ils sont issus du pays qui a inventé la psychanalyse? Parce que c'est une chose que j'ai constatée. J'ai constaté en rencontrant des Viennois comme Preminger, comme Billy Wilder, comme Fritz Lang, que j'ai pu connaître. Je vois qu'ils se méfiaient beaucoup de la psychanalyse. Peut-être parce qu'ils l'estimaient, qu'ils pensaient que justement la psychanalyse était un outil extrêmement fécond pour analyser l'homme, mais du coup, ils avaient peut-être peur que l'on découvre des choses sur eux-mêmes, et donc ils étaient réfractaires, mais ils la pratiquaient dans leur œuvre, c'est-à-dire l'œuvre de Wilder, l'œuvre de Preminger, l'œuvre de Fritz Lang, est très empreint de psychanalyse. Dans les films noirs, par exemple, des films criminels de l'après-guerre, c'est vraiment totalement psychanalytique, les portraits de femmes qui sont faits. Mais pour eux-mêmes, ils craignaient sûrement que le bon docteur Freud découvre trop de choses sur eux, donc il la tenait à l'écart. Vous allez combien de fois au cinéma par semaine actuellement? Ça dépend. Il y a des jours où je vais... quand c'est dans un festival, je vois 4 films par jour. Je dirais en moyenne à peu près un film par jour. Et est-ce qu'il est toujours facile de se ranger à ce mantra émis par Joseph Losey qui vous dit lorsque l'émotion du spectateur l'empêche de penser, c'est que le metteur en scène a échoué? C'est dur parfois de se couper de l'émotion ou de... Il ne dit pas qu'il se coupe de l'émotion. En fait, je crois qu'il pense à Brecht. Il pense à Brecht qui lui-même pratiquait un art théâtral où l'émotion existe, parce que contrairement à ce que des disciples de Brecht ont pratiqué avec des côtés desséchés, non, Brecht, il y a de l'émotion, mais il ne faut pas que l'émotion submerge la réflexion. Il faut tenir un équilibre entre l'émotion et la réflexion. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'art, mais s'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de profondeur de l'art. Je reviens à Francesco Rosi. Les films de Francesco Rosi sont des films animés par une très grande émotion plastique, une émotion, les scènes qu'il filme de Chris est arrêté à Éboli ou bien de Main basse sur la ville, il y a des émotions qui sont fortes, mais elles ne sont jamais au détriment de la conscience que le spectateur a des enjeux du film. Dans les essais donc, qui vont de 1963 à 1974, vous parlez de Alain Resnais, de Satyajit Ray, de Denis Arcand, que Positif a été le premier magazine à soutenir. Et il y a une rencontre avec Miloš Forman qui vous dit, dans des circonstances qu'on connaît, il dit quand même cette phrase violente, il dit « Parfois c'est aussi bien de ne pas avoir de parents ». Oui, c'est terrible parce qu'il a perdu sa famille, effectivement, dans les camps. Et peut-être que ça a donné à Miloš Forman une extraordinaire résistance. Ce qui m'a toujours frappé chez Forman, c'est qu'il a réussi, finalement, même s'il a eu au début des difficultés, c'est le metteur en scène d'Europe centrale qui a le mieux réussi, avec Polanski peut-être, qui a le mieux réussi aux États-Unis. Il a eu 2 Oscars. Polanski a été célébré aussi pour Chinatown, pour Rosemary's Baby. C'est-à-dire que ce sont des cinéastes qui, ayant énormément souffert en Pologne et en Tchécoslovaquie du régime, ont acquis une sorte de peau dure, d'une résistance, qui fait qu'ils étaient prêts à affronter l'impitoyable société américaine. Voilà, je pense que c'est ce qu'il veut dire peut-être que finalement d'être orphelin, ça l'a aguerri, ça lui a donné des défenses qui lui ont permis de survivre. On va terminer cet entretien autour de votre livre par une phrase de Francis Ford Coppola. On a commencé avec lui. Il dit « Ils », au pluriel, « ils obtiennent toujours ce qu'ils veulent, ils ont le monde qu'ils désirent, ils ont le film qu'ils désirent », au pluriel. On a l'impression que cette grande machinerie, elle pourrait aussi bien s'adapter à l'art qu'à la politique, qu'il peut y avoir une sorte de... que le final cut au cinéma, ça peut être aussi le final cut des politiciens, des gouvernants, des big corporations. Alors c'est vrai des gouvernants, c'est moins vrai... Je ne participe pas de cette stigmatisation des producteurs ou du système, parce que le système hollywoodien... s'il était aussi castrateur qu'on le dit, comment se fait-il qu'il y a tellement de génies qui se sont exprimés, de John Ford à Frank Capra, de Kubrick à Stroheim, même s'il a été victime ensuite bien sûr, mais le nombre de très très grands cinéastes
Mankiewicz, Billy Wilder, John Huston, enfin, on ne les compte plus. C'est même le cinéma peut-être le plus riche de l'histoire du cinéma, avec des producteurs qui étaient parfois analphabètes, parfois tyranniques, mais ils n'ont pas empêché l'épanouissement et peut-être le cinéma américain s'est mieux épanoui dans ce système-là qu'avec le système d'aujourd'hui où il y a moins de corporatisme, il y a moins de grandes sociétés, et finalement, ça ne produit pas autant de bons films. D'ailleurs, dans votre livre, John Borman raconte qu'il y a eu une parenthèse enchantée dans les années 60 ou 70 où même dans Hollywood, on ne l'embêtait pas. Il ne recevait même pas une note de demande, etc., et qui se sentait comme un poisson dans l'eau. Absolument, il la raconte souvent, mais il raconte aussi, par exemple, la première projection de Délivrance pour la Warner, où les gens sont sortis catastrophés en disant « ça ne peut pas marcher, il n'y a pas de femmes ». Mais il leur a dit « mais vous aviez lu le scénario ». Alors, vous venez de publier récemment un livre sur Andrei Konchalovsky, paru chez Actes Sud. Ni dissident, ni partisan, ni courtisan. Pourquoi vous avez eu envie, à ce moment précis, d'écrire sur Andrei Konchalovsky ? Écoutez, à vrai dire, Konchalovsky, je le connais depuis 50 ans. J'ai découvert son chef-d'œuvre, son premier film, Le Premier Maître, au Festival de Venise en 65 ou 66. Et c'est lui, c'est la seule fois de ma vie où un metteur en scène m'a appelé. Il m'a dit Michel, j'aurais vraiment envie de... On a été au jury ensemble à Cannes en 78. On s'est connus, on s'est fréquentés. J'ai aimé beaucoup de ses films. Il m'a dit j'ai envie de vous demander de faire un livre d'entretien avec moi. Et j'ai réfléchi 24 heures et j'ai répondu au bout de 24 heures, mais absolument, parce que j'ai réfléchi d'abord que j'aimais beaucoup un grand nombre de ses films, que c'est une vie extrêmement mouvementée, qu'à travers sa vie à lui, c'est la vie de la Russie qu'on découvre, de l'URSS, de ses parents, etc. Et il a traversé il a eu des oncles qui ont fait le goulag, il a un père qui a écrit l'hymne pour Staline. Lui-même n'était pas un dissident, mais il n'a jamais été en odeur de sainteté. Donc toute cette personnalité me fascinait. Et c'est un homme d'une extraordinaire culture. Et beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour et beaucoup de culture. Il connaît vraiment très bien, il parle très bien de l'âme russe, comme les Russes savent le faire, en l'opposé avec le système américain. Il a vécu 10 ans à Hollywood. Donc ça me paraissait une vie passionnante et je dois dire que c'est un livre qui m'a procuré beaucoup de plaisir à faire. Alors il dit, nous les Russes en fait, nous sommes très proches de l'Afrique. Il n'y a pas de classe moyenne, il n'y a pas de démocratie en Russie. Les gens ne se tournent pas vers la gauche ou vers la droite, mais vers le ciel. Oui, c'est une très belle formule. Le livre est rempli de remarques extrêmement passionnantes, justement, sur son pays, sur l'histoire de son pays, quand il rapproche la Russie de Byzance, alors que les pays occidentaux, c'est plutôt proche de Rome. C'est très intéressant. Et le côté totalement anarchique de la Russie, l'absence, comme il le dit, de classe moyenne, fait qu'il est sceptique sur la démocratie. Il pense que Gorbatchev a été trop rapide, que Gorbatchev a voulu faire des réformes, mais trop rapides pour un peuple qui n'était absolument pas prêt à se livrer à la démocratie. Et surtout, il a prohibé la vodka, voilà. Ce qui est une des plus graves erreurs géopolitiques, paraît-il. Konchalovsky vous dit que notre cerveau, celui du spectateur, n'a pas besoin d'agrafeuse. Si des idées nous sont présentées proprement, notre cerveau, notre âme, fera la jonction. Encore une fois, je ne peux pas contredire, ça me paraît une pensée très profonde. La qualité de ce livre, je pense, c'est d'avoir affaire à quelqu'un qui ne dissèque pas ses propres films. Il ne faut pas compter sur Konchalovsky pour analyser, comme le fait Kazan, par exemple, qui a été professeur à l'Acteurs Studio, etc. Non, mais qui est quelqu'un qui, à la fois, comme vous dites, a beaucoup d'humour et surtout beaucoup de réflexion presque philosophique sur l'histoire. Il rencontre, à un moment dans votre livre, il y a une rencontre avec Kurosawa. Kurosawa, je cite Konchalovsky, adorait Lénine, alors que moi, je le considérais comme un monstre. Oui, bien sûr, et Staline, n'en parlons pas. Mais c'est vrai que Lénine a instauré les camps de regroupement, de concentration, etc. Il ne faut pas oublier que Konchalovsky a tourné un scénario de Kurosawa, qui est Runaway Train, qui est un film assez magistral qu'il a tourné aux États-Unis, comme un grand cinéaste américain qu'il aurait pu être. Et bien sûr, ça fait partie de ses idoles. Il a 4 idoles, Bergman, Fellini, Kurosawa et Bresson.
Je vais citer 2 passages de votre livre sur Konchawski, des propos. Il dit « Le théâtre, on peut l'apprécier en étant aveugle. Le cinéma, on peut l'apprécier en étant sourd. » Je ne sais pas s'il se résout totalement à cet axiome, mais en tout cas, il l'annonce. Et puis, il dit aussi « Quand je vois du Tchekhov en France, c'est beau, mais c'est ennuyeux et c'est surtout complètement à côté. » Oui, parce qu'il pense que Tchekhov était beaucoup plus souriant et auteur de comédie que la façon dont il est adapté en France. Mais il y avait déjà ce conflit à l'époque de Tchekhov. Tchekhov était en désaccord avec Stanislavski, qui le mettait en scène. Stanislavski poussait Tchekhov vers le drame, alors que Tchekhov voyait la vie aussi comme une comédie. Il reprochait à Stanislavski de trop rendre sérieux ses pièces. Votre livre « Une vie de cinéma » est préfacé par Édouard Baird. Alors, il dit beaucoup de choses gentilles sur vous, mais on peut résumer ça en une phrase. Il dit que vous voyez toujours le verre à moitié plein, quand beaucoup de critiques, trop, voient le verre à moitié vide. C'est possible que... Moi, j'ai tendance, peut-être parce que j'écris dans positif, que le mot positif l'emporte. C'est-à-dire que je suis, au masque et la plume, je suis amené à dire du mal des films que je n'aime pas. C'est pas un plaisir très grand pour moi. Il y a des gens, il y a des collègues qui adorent démolir. Je n'éprouve pas de plaisir, mais l'honnêteté conduit à dire ce qu'on pense. C'est-à-dire que je dis ce que je pense quand j'ai admiré Abdelatif Kechiche et que avec ses 2 derniers films, je ne le suis plus du tout dans son entreprise, je le dis, même quitte à le choquer et à le rendre hostile à mon égard. Mais par tempérament, j'ai envie plus de défendre, de faire découvrir, de faire aimer. C'est un peu ça, c'est le cinéma en partage. Ce que j'ai appelé mon livre d'entretien avec Bin, c'est de faire partager aux gens mes goûts plutôt que mes dégoûts. Et vous avez très peur aujourd'hui qu'on arrive dans une sorte de consensus mou où plus personne finalement ne s'écharpe et que critiquer un film, c'est lutter contre la publicité à tout crin ? Absolument. Mais moi, j'ai été frappé au Festival de Cannes en assistant à des soirées avec le public, que je disais c'est un festival bisounours. C'est-à-dire que tout le monde aime tout. C'est-à-dire que moi, je me rappelle à Cannes, des scandales, les gens sifflant, l'Aventura, Marcel Achard, président du jury, disant « c'est de la merde » en parlant d'Hiroshima mon amour, alors le film était hors compétition, sinon il n'aurait rien dit. Mais ils ont laissé Je me rappelle Piala qui se fait siffler parce qu'il a une palme d'or pour Sous le soleil de Satan et qui tient le poing vers le public et dit « je ne vous aime pas non plus ». Et je regrette ce festival de Cannes où il y avait de l'expression des sentiments des gens qui applaudissaient follement pendant 10 minutes ou qui huaient. Aujourd'hui, on applaudit pendant 10 minutes. Alors évidemment, il y a toute l'équipe du film qui fait la claque, mais c'est pas seulement l'équipe du film, c'est la salle entière qui se lève pour célébrer tout et n'importe quoi. Bon, c'est plutôt des grands films à Cannes, mais il y a aussi des films ratés. Eh bien, ils sont reçus de la même façon. Et vous dites qu'aujourd'hui, un des grands torts du rapport aux cinéastes, c'est qu'aujourd'hui on célèbre certains cinéastes comme s'ils étaient des rockstars ou comme s'ils étaient des divas. Alors, vous citez entre autres Tarantino, Nicolas Winding Refn. Nonobstant leur talent, c'est vrai qu'il y a un côté presque, rockstar, au sens où on les sonde pour tout et n'importe quoi. Oui, et s'ils avaient du jugement, ça ne me gênerait pas. Mais le problème, c'est que Tarantino ou Winding Refn font constamment l'apologie de la série Z, de cinéastes vraiment médiocres, peut-être populaires, mais qui n'ont rien donné. Et je pense que c'est nouveau, ces cinéastes rockstars, de donner leurs opinions sur tout, sur le football, sur la politique, etc., et en particulier sur le cinéma, parce que j'imagine pas Orson Welles, ou Renoir, ou Bresson, ou tous ces grands cinéastes, Visconti, déclarant que le plus grand cinéaste italien, c'est, je ne sais pas moi, un auteur de spaghetti western. Je parle pas de Sergio Leone, qui est un très grand cinéaste, mais il y a des cinéastes vraiment de seconde zone qui sont soudainement mis sur le pavois, et les jeunes, à cause du plaisir qu'ils prennent, ils ont raison au film de Tarantino, pensent que parce que Tarantino fait des très bons films, c'est le meilleur critique sur Terre. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans l'année Festival de Cannes, c'est comment le cinéma n'en arrivait qu'à parler de lui-même. Almodovar parle de lui-même, Lelouch recadre son film, Un homme et une femme. Sibylle, le film de Justine Triet, est aussi une mise en abîme. On a l'impression qu'aujourd'hui, le cinéma s'auto-consume. Oui, mais vous ne pensez pas que ça a souvent été le cas? Oui, Sunset Boulevard. C'est 8,5...
La Nuit américaine. Non, là, c'est beaucoup, je trouve. Oui, c'est possible. Non, je pense que c'était un très bon festival, de toute façon, et on a vu de très beaux films. Merci beaucoup, Michel Simon, d'être venu. Merci, Pierre. Alors, je rappelle les deux ouvrages que l'on a abordés. Beaucoup, une vie de cinéma, paru chez Gallimard. Et puis donc le livre Andrei Konchalovsky, ni dissident, ni partisan, ni courtisan, paru à l'Institut Lumière Actes Sud, et le livre sur Jane Campion. Merci beaucoup. Merci.